Francis, ça va? Hey Laurence, oui toi. Oui, ça va toi? Oh là là. Tu viens de me le demander, oui ça va. Bon. Oui, ça va, bon, ok, mais redemande-le moi encore, voir. Toi Laurence, comment ça va? Ça va encore pas pire bien. Nice, ouais, écoute, on va arrêter de se demander à chaque seconde. Donc, nouvel épisode. De quoi on parle? En fait, on a diffusé cette semaine l'épisode sur les étiquettes. Oui. Donc, tu sais, les dominants, les soumis, les têtus et tout. Oui, parce que rappelons qu'on les enregistre d'avance. Rappelons-le qu'effectivement, c'est ça qui arrive. Puis, ça nous a fait penser à comment décrire les comportements, puis, tu sais, de façon plus factuelle. Comment les mesurer, les comment comportements. Les mesurer, puis comment les suivre dans le temps, puis comment on fait, en fait. Alors ça, c'est une bonne façon d'éviter les étiquettes, justement. Exactement. Fait que je pense qu'on tombe dans ça aujourd'hui, ça serait le fun. Moi, j'ai toujours appelé ça classifier normal à normal, mais décrire les comportements, les mesurer, donc c'est tout tomato, potato, là, ça peut être la même. Exact. Ouais. Puis, d'entrée de jeu, mesurer un comportement, ce qui est super important à garder en tête, c'est que un comportement, c'est une action, c'est un mouvement, c'est quelque chose qui est observable. C'est ce que les animaux font à tous les jours. Puis ça peut aller du simple cligner des yeux à mordre quelqu'un dans la face. Puis, pourquoi pas? Oui. Pour éviter que les gens soient, comment dire, pour que tout le monde se comprenne. Au même titre que tout le monde s'entend sur le vocabulaire comme une fourchette, c'était l'objet avec des pics pour manger, nanana. Ben, quand on décrit un comportement, il faut qu'avec le choix des mots qu'on a pris, tout le monde ait la même idée, ait le même scénario en tête qui sont décrits. Ça, c'est très important parce que si ce n'était pas le cas, quand on est à un niveau professionnel où est-ce qu'on veut régler des problèmes de comportement, des comportements qui sont dérangeants, puis même si on veut aller une coche de plus, quand on est en médecine du comportement, soit en psychiatrie vétérinaire, puis que le comportement, c'est ça avec quoi tu travailles, il faut que tu puisses précisément mesurer le comportement initial pour pouvoir apprécier son évolution par la suite. Savoir, est-ce que les recommandations que j'ai données, que ce soit de l'apprentissage ou que ce soit de la médication, ça a amélioré, rien fait pantoute, ou détérioré le comportement. C'est comme la partie visible, en fait, du problème, de la maladie, de ce qui se passe. C'est comme le dessus de l'iceberg. C'est parce que ça serait difficile de rentrer comme dans il vit de l'angoisse. Oui, encore une fois, parce que c'est notre défi avec les animaux, ils ne nous parlent pas. On n'a pas le choix de se fier sur ce qu'on peut voir, ce qu'on peut observer, mais il faut bien le décrire, parce que sinon, on tombe dans des cul-de-sac. Bonne nouvelle, ça se fait pareil chez la plupart des animaux, right? Oui. Donc, c'est les mêmes concepts qui s'appliquent d'une espèce à l'autre. C'est juste avec quoi on va comparer qui est différent, bref. Tout à fait. On va comparer les comportements de chiens entre les chiens parce qu'il y a des tendances chez les chiens qui sont, comme on dirait, la majorité des chiens font ça, on n'a pas à s'alarmer, mais si on voit ça apparaître chez un chat, ça c'est bizarre en tabarnouche. Tout à fait. Ou ça, comme, moi, on m'avait déjà demandé au biodôme, oui, mais comment tu fais pour savoir si le comportement de l'arrêt est normal? Ben, il y a quand même une séquence, mais après ça, il faut savoir c'est quoi les particularités de l'arrêt. Ces particularités de l'arrêt, voir. J'étais comme, oh, pas là, cet animal-là, je ne le saisis pas au complet, tu comprends? Je comprends très bien. Oui. Fait que, commençons par une de ces données comportementales-là. Qu'est-ce que tu veux? Écoute, moi, je pense qu'on peut toutes les nommer. OK. On les décrit parce qu'il y en a, on va l'échapper. Donc, il y a le contexte. Yes. Il y a la séquence comportementale. Il y a la fréquence. Il y a la fréquence, oui. La durée. La durée. L'intensité. Exactement. Et le langage corporel. De quoi il a l'air quand il fait. Donc, on a 6 choses à jaser, là. Yes. Puis le premier, c'est le contexte. Puis ça, c'est le seul qui est un peu en dehors du comportement en soi. Parce que chaque comportement, ce qu'il faut savoir, là, la beauté de ce que Skinner et ce que Pavlov ont apporté dans la science du comportement, c'est ça, c'est que le comportement dépend du contexte. C'est pas vrai qu'un animal va faire un comportement dans le vide pour aucune raison. Parce qu'il va le faire rien qu'une fois, puis il va se rendre compte, coudonc, j'ai-tu perdu mon temps, moi, là?
puis il va arrêter de le faire. Exact, puis ça sert, puis on va en discuter, mais ça sert vraiment tout le temps à justifier ou à expliquer ou à tenter de voir tous les autres facteurs. Donc, est-ce que l'intensité fait du sens avec le contexte? Est-ce que le truc fait sens avec le contexte? Donc, on retourne tout le temps au contexte. Fait que je pense que, ou bien on en parle au début, ou bien on en parle à la fin, là, mais le contexte, c'est une affaire vraiment importante à décrire, à noter. C'est référent dans la question. Parce que, après avoir collecté toutes les données, ultimement, ce qu'on veut faire, c'est interpréter le comportement. Savoir pourquoi l'animal fait ça. Puis c'est en se basant sur ces informations-là qu'on est capable de déduire quelque chose d'assez précis puis de fiable. Puis on peut aussi se poser, quand on est dans le domaine médical, est-ce que le comportement, il est normal ou est-ce qu'il est anormal, donc symptôme d'un trouble de santé quelconque, physique ou psychologique? Ouais. Puis il y a deux questions à se poser dans le fond. Il y a le contexte, soit est-ce que le comportement ou chacun de ces données comportementales, fréquence, durée, intensité, blablabla, sont justifiés par le contexte. Puis l'autre question, c'est est-ce que le comportement il est préjudiciable à l'animal lui-même, à sa survie? Est-ce qu'il est incompatible avec la vie? Genre, un chien qui s'automutile la queue, si tu le laisses faire puis tu fais un fast-forward dans le futur, il meurt. Ça va s'infecter. Ça a une atteinte à son intégrité. Je pense que c'est un peu la même chose dans la médecine humaine, dans la mesure où est-ce que, on est tous des fois un petit peu nerveux puis stressés, versus être envahi par ça et pas être capable de fonctionner puis de faire ce qui est attendu de nous, de pouvoir travailler, de pouvoir aller faire l'épicerie, d'avoir faire des choses comme ça. Donc, si ça atteint des grandes sphères qui sont jugées primordiales, ben là, on considère que c'est un petit peu plus important, intense, ou que ça devrait être, en bon français, adressé. Oui. Comme par exemple, les sphères importantes, ça serait se nourrir, se reposer, dormir. En effet. Interaction sociale. Chez les humains, c'est super important. Chez les chats et les chiens, un peu moins. Parce que ce n'est pas des animaux qui sont sociétaux comme nous, on l'est. On a bâti des villes. Là. Eux autres sont comme des corrects. Il y a s'épanouir aussi. Quand on disait comme utiliser son étogramme, en tout cas une grande partie de son étogramme, être capable d'utiliser ses compétences. Donc, il y a plein de petits éléments qu'on devrait être capable de faire si une émotion ou si quelque chose nous empêche de faire des choses toutes simples, ben, on considère que ça a quand même un impact là, sur, possiblement, en tout cas, sur la qualité de vie. Là. Tout à fait. Le contexte, commençons par lui. C'est quoi ça, un contexte? Comment ça se mesure, un contexte? Comment ça se décrit? En tout cas, je ne sais pas, toi, est-ce que tu mesures le contexte? Pas vraiment, en effet. C'est vraiment plutôt chaque comportement qu'on va choisir. Mettons, le chien mord quelqu'un, le chien grogne ou aboie envers des gens, le chat urine à l'extérieur du bac à litière. OK, oui, mais où, quand, dans quel contexte, dans quelle situation? Précisément, ça peut aller même à est-ce qu'il... on parlait l'autre jour là, de l'anxiété de séparation, c'est est-ce qu'il n'est pas bien quand il est tout seul? Est-ce que c'est des départs qui sont habituels, c'est-à-dire comme à chaque fois que la famille part pour travailler le matin, ou c'est vraiment plus les départs inhabituels comme dans ils ont décidé de faire une sortie cinéma, puis là, on a une panique. On sort des valises, puis on part en vacances, puis c'est là que... Exactement. Fait que, ce contexte-là est important à décrire parce qu'il va nous servir, entre autres, à faire le suivi plus adapté. Là. on va aller mesurer, ou en tout cas décrire une partie, puis on va aller revoir cette partie-là si elle a changé. Et on va aller voir si ça a un impact ailleurs. Ça aurait pu avoir comme... Exact. Fait quelque chose. Dans les cas, mettons, de morsure, fait un chat qui attaquerait les visiteurs. Est-ce que c'est tous les visiteurs? Est-ce que c'est seulement les hommes, seulement les femmes? Est-ce que c'est une fois sur deux? Est-ce que c'est seulement les hommes qui ont un chandail noir? Est-ce que les hommes qui ont un chapeau? Ou c'est la même personne tout le temps, mais c'est une fois sur deux selon qu'est-ce que la personne fait. Là. Écoute, le contexte dépend d'un paquet de facteurs. On le voit souvent chez les chiens, qu'est-ce que tu dis aussi pour les chats, c'est-à-dire c'est juste les gros chiens. Oui, quand il est là-bas. On demande souvent comme aux propriétaires pour dire expliquez-moi quand est-ce que ça arrive. Là, c'est quand on est en marche. OK, c'est-tu les marches habituelles? C'est-tu les marches? Combien de fois vous prenez la marche par semaine? Ah non, c'est pas à toutes les marches. OK, qu'est-ce qui se passe? Quand ils voient un gros chien, mais surtout quand il est foncé. C'est ça. Les chiens sont extrêmement racistes. Oui, c'est ça, exact.
Fait que tu sais, c'est OK, les gros chiens bruns à noir. Fait que tu sais, c'est quand même super intéressant de le savoir parce que tu peux cibler puis tu peux les cibler, contextes. puis oui, puis être capable de mesurer dans le temps si ça s'est amélioré, dans le sens, si on demande jamais cette information-là, puis c'est peut-être par là que ça se décrit mieux dans le sens, en comparaison, là. Si on n'a jamais demandé quel type de chien, puis que lui, c'était juste les grands chiens, fait que là, cette semaine-là, il rencontre plein de chihuahuas. Puis tout va bien. Tout va bien, on se dit... Wow, le problème est résolu. C'était le bon traitement qu'on a recommandé. Tout et est voilà. super. Ou tu sais, l'autre exemple, c'est niaiseux, mais je me rappelle, moi, que pendant l'hiver, on avait une petite paix parce qu'il y avait moins d'écureuils. Ouais. En tout cas... Ah oui! Les chiens qui partent après des écureuils, ben oui, classique. Exact. Fait que tu sais, ils jappent beaucoup moins à la fenêtre en hiver. T'es comme, ouais, je sais pourquoi. C'est la saison. C'est la saison. Fait que le contexte, il faut donc toujours le décrire. Puis, pour un comportement, mettons les aboiements chez le chien, il peut y avoir plusieurs contextes. Fait que ça peut être envers les écureuils, envers les chats, envers les enfants, envers les chiens, mais seulement lorsqu'on est à l'extérieur du terrain, dans la rue. Puis ainsi de suite, là, tous les exemples flyés qu'on a donnés avec les types d'humains, blablabla. Mais il faut, pour chaque comportement, décrire tous les contextes parce que oui, ils peuvent bien s'améliorer tous en même temps suite aux recommandations, mais souvent, ben, ça va être par catégorie. T'sais, si tu pratiques avec les écureuils, on va voir qu'il y a des améliorations principalement qu'avec les écureuils, que le chien va en voir, va moins aboyer, mais les chats, ça ne changera pas grand-chose. Il faudrait les pratiquer, etc., etc. Moi, je pense que c'est important de marquer ça quand on s'intéresse, par exemple, du côté intervenant ou technicien, c'est vraiment aussi de marquer les contextes dans lesquels ça arrive, mais aussi les contextes dans lesquels ça n'arrive pas. Parce que tu ne voudrais pas manquer, dans un des suivis, par exemple, un client où est-ce que la situation s'est empirée. Ouais. Donc, tu sais, de dire « Oh mon Dieu, maintenant, il fait ça aussi avec les petits chiens. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Est-ce qu'on est en train de monter dans l'intensité? On n'est pas du bon bord de la pente. » Donc, tu sais... Il y a peut-être un problème de santé qui vient d'apparaître aussi. Puis là, l'animal, il est encore plus sensible. Il n'est pas bien dans sa peau. Il a mal au ventre. Puis là, il est hyper impatient. Là. Tout à fait, exactement. Puis de l'avoir marqué, ça prouve qu'on l'a demandé. Ouais. Donc, tu sais, sinon, ça fait juste comme... On pourrait avoir juste oublié de marquer le truc. Ouais, ça fait un vide. Ça fait un vide. Fait que ça fait un flou ou ça fait un doute. Le doute, c'est la pire chose qui existe au monde. Donc, il réagit avec les chiens plus grands que lui, de brun à foncé. Il ne réagit pas habituellement avec les petits chiens. Déjà, c'est nommé. C'est nommé, c'est là, c'est au rapport, c'est au dossier. Puis de l'autre côté, quand on est propriétaire puis qu'on veut aller consulter, de s'interroger sur ces choses-là avant, c'est peut-être une bonne idée parce que Caroline, sur le coup, tu es comme attends, j'ai pas fait de statistiques là-dessus, là, de moi 2 petites secondes, tu sais. Donc, de regarder, voir de façon factuelle là, quand est-ce qu'il réagit. Puis, tu sais, étant donné aussi que tous les comportements, ils apparaissent rarement devant notre face en tant qu'intervenant ou en tant que vétérinaire technicien. Ouais. C'est surtout un interrogatoire, puis c'est surtout la personne qui va être nos yeux puis nos oreilles à la maison. Fait que c'est eux qui vont comme devoir collecter les choses. Oui. Fait que c'est important de leur dire, moi, c'est comme ça que je vais travailler pour qu'ils puissent nous aider à les aider. Tout à fait, tout à fait. Fait que c'est un travail vraiment à deux, là, puis c'est eux les yeux. T'sais, nous, on peut observer ce qui se passe dans la salle de consultation au moment que ça arrive. Mais on n'a pas d'écureuil nécessairement dans notre salle. Non, bien rarement. Puis on va pas, en général, je pense que ça, c'est un petit red flag, là, quelqu'un qui va vouloir mettre en scène, provoquer pour le voir, ça serait pas ce que je recommanderais. C'est sûr que surtout les agressions. Surtout les agressions. Fait que si quelqu'un vous demande ça, j'aurais des petits... je vais m'étouffer. J'aurais un petit red flag à propos de ça. C'est sûr que des fois, on demandait aux gens, écoute, si ça arrive, l'événement de japper aux fenêtres, fais pas exprès d'aller comme cogner dans la fenêtre pour le faire paniquer, mais si ça arrive, filme-le nous, tu sais. Mais de dire, ah oui, ils se battent vos 2 chats, parfait, on aimerait avoir une vidéo. Non, séparez-les jusqu'à temps qu'on se parle, ça va être bien meilleur. Ça, oui, c'est un beau red flag. Ça arrive encore de temps en temps, surtout dans les évaluations de dangerosité. Là, heureusement, au moins, là, ça c'est comme un terme enregistré, là, un acte là, très ciblé, un acte vétérinaire. Mais je me souviens très bien, il y a quelques années au Québec,
où est-ce qu'il y a eu une grosse tollée contre les pitbulls. Puis là, il y a eu un paquet de reportages qui s'est fait. Puis je me souviens d'un en particulier où est-ce qu'il y avait une dame qui était filmée en train d'approcher comme un bâton avec un gant proche d'un chien qui était attaché. Une fausse main? Une fausse main, exactement. Okay. Puis là, comme l'approcher, puis essayer de le toucher, voir quelle serait sa réaction. Okay. Mais tu sais, en disant, hey, il attaque le bâton, donc c'est un chien agressif, ça, c'est une belle étiquette. Puis c'est pas. Ouais. Je veux dire, le chien, il n'est pas à ce point-là imbécile pour tomber dans le panneau de pas capable de discriminer un bâton avec un gant d'un humain qui s'approche de lui, d'un humain étranger ou d'un humain familier, de quelqu'un qu'il connaît. Fait que c'est invalide, ce genre de test-là, complètement. Plus, ben, l'animal, s'il mord, c'est parce qu'il n'est pas bien aussi. C'est parce qu'il veut que la situation cesse. Fait qu'il, tout à fait. Il crie, il fait « Arrête, man, je suis tanné! » Puis on n'écoute pas, dans ces genres de situations-là non plus, ils sont poussés. Tous les signes qui sont précurseurs à la morsure sont comme ignorés et poussés à bout. Fait que ça pourrait être même considéré comme attendu qu'il y ait une morsure. Ben oui, à la limite, ça serait normal. Il donne plein d'avertissements, puis on fait juste l'ignorer. Fait que c'est sûr qu'il escalade dans sa réaction. À un moment donné. Puis moi, ça me fait plaisir de faire cette parenthèse, Francis. Oui. Mais tu l'as dit, un chien, ça peut voir la différence entre un bâton et une vraie main. Là. Oui. Ça prouve juste à quel point on est fixé dans notre point de vue d'humain quand on fait des choses comme ça. Puis qu'on se dit, hey, ça ressemble à une main. Parce que nous, on est. Ben oui, parce que nous, on est tellement visuel dans la vie. Tandis que les chiens, c'est très, très olfactif. Comme si le bois, ça sent la même chose qu'un humain. Tu sais, c'est ça, on passe leur temps à dire « Ah, ben il doit avoir senti l'odeur d'un chien. » On passe notre temps à leur dire qu'ils perçoivent des affaires qu'on ne sait pas pantoute, puis peut-être c'est même pas bon, là. Ouais. Mais ceux-là, on l'oublie. Ceux-là, on l'a manqué, je pense. Ouais. Bref. Ou comme, je me souviens des... Puis là, c'est la dernière anecdote, on va revenir sur les données comportementales après. Tu sais, pendant un temps, là, il y avait les serpents et les chats et les concombres. Oui. Là, ça remonterait dans le temps que là, les serpents, c'était des prédateurs naturels des chats ou des chatons. Fait que c'est normal qu'ils ont peur des concombres parce que là, un concombre, ça a un corps longiligne comme un serpent. Puis, pareil. Tu sais, c'est n'importe quoi, là. Voir, tu sais, c'est l'effet de surprise, là. Les vidéos, c'était tout le temps la même affaire. Là. Le chat, il est de dos. On dépose discrètement un concombre derrière lui, puis il se retourne, puis genre, oh mon Dieu, c'était pas là avant. Oui, il a le droit d'être surpris, tu sais. Je ferais la même affaire à quelqu'un en mettant une fausse araignée en plastique qui capoterait sa vie. Ben, moi, j'aurais mis une courgette. J'aurais mis autre chose, là, puis parce que le banc, il aurait fait comme, mon Dieu, c'était pas là, voilà 2 secondes. C'est quoi ça? En tout cas, bref. Fait que le contexte est important. Fin de la parenthèse. Fait que, première autre donnée comportementale, je crois que tu avais nommé la séquence comportementale. Ouais. Ça te tente-tu de faire ça? Commence. C'est quoi une séquence comportementale, Francis? Qu'est-ce que ça comprend comme étape? D'où ça sort? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Pourquoi? Pourquoi la vie? Eh bien, parce que, puis deuxièmement, une séquence comportementale, c'est l'ordre chronologique normal qu'un comportement s'exécute dans un contexte. Puis ça se passe tout le temps à peu près de la même manière, avec les mêmes étapes. Selon les ouvrages, il va y avoir 4 ou 5 étapes qui sont acceptées. La première, c'est la phase d'initiation. Je vais les nommer, puis ensuite, on va donner comme la chronologie. Ça a bien du sens. Fait, initiation. Ensuite, il y a une petite phase de pause. Ensuite, il y a la phase d'action, qui est le comportement, le core, le cœur de ce qu'on cherche. Ensuite, il est supposé avoir une phase d'arrêt, parce que le comportement il est supposé avoir une fin. Ça, c'est les 4 étapes. Puis, pour certains ouvrages, il va y avoir une phase qu'on dit la phase réfractaire. Dire si le contexte persiste, est-ce qu'il continue ou est-ce qu'il arrête? Blablabla. Fait que dans le fond, à quoi ça ressemble? Ben, peux-tu me donner un exemple d'un comportement normal, justement, qui répond à cette séquence comportementale? Alors, j'ai un chien et il a un jouet. Alors, je veux m'emparer du jouet. Oh non. Donc, je m'approche de façon très impolie et il arrête de respirer, il grogne et là, je continue quand même. Donc, il fait une pause et là, je m'empare du jouet et là, il me mord. Et il relâche sa morsure. Puis, ça finit. Puis, il est juste déçu parce que c'est moi qui l'ai le jouet maintenant dans mes mains. Alors, Francis, est-ce que c'est une séquence complète? C'était une séquence complète. Fait que l'initiation, c'était tu t'approches du chien, le chien, il arrête de respirer, il te regarde, puis il se met à grogner.
C'est comme... l'initiation, des fois, c'est comme un avertissement, c'est comme un début de séquence, c'est des interrogations. Comme dans un roman, l'élément déclencheur, genre « Oh! » Oui, mais c'est l'interrogation aussi, tu sais, parce qu'on pourrait dire une initiation, c'est, tu sais, quand il commence à sentir partout parce qu'il cherche quelque chose, tu sais, c'est le début de quelque chose. Fait que, tu sais, il a grogné, il était pas bien, il s'est demandé comme vas-tu arrêter? C'est en réponse à quelque chose, en un contexte, encore une fois. Ouais. Ensuite, la pause, c'est, là, il se met à grogner, puis là, il te donne la chance de dire « T'as-tu compris que je suis pas content de ce que tu es en train de faire, toi, là? » Oui. Oui, parce que la communication, la communication, ça sert à pas se pogner. Exact. Ça ne tente pas de te mordre. Ouais. Puis les animaux sont pas fous, là. Ils savent très bien que s'ils doivent en venir à dropper les gants puis de se battre, ben ils s'exposent eux-mêmes à un risque. Tu veux pas, les chiens, les chats, les animaux, quand ils mordent, ils utilisent leur face. Puis ben, c'est précieux ce qu'il y a dans un visage, hein, des yeux, un nez, tes dents. Ça sert à manger, ça sert à voir, ça sert à survivre. Fait que te battre avec un autre animal, surtout, tu sais, chien versus humain, humain, c'est gros en tabarnouche. On est souvent 10 fois plus gros qu'un chien, des fois. Ben, si nous, ça nous tente de répondre à cette violence-là par de la violence, ça se peut qu'il perde le chien. Puis, il en est tout à fait conscient. Fait qu'il fait justement ces évaluations-là super rapidement dans sa tête, mais il les fait. Au même titre que si on voit, nous, un ours dans notre face, on va tout de suite faire les mathématiques de « on va perdre, on s'en va ». Fais le mal, peu importe. Fais la bonne chose. La pause permet de te passer la POC et de dire « T'as-tu compris? Ça ne me tente pas d'aller plus loin, mais ça ne me tente pas que tu continues ce que tu fais. » Puis là, tu as continué dans le scénario que tu viens de décrire. L'action était donc de mordre ta main qui a pris le jouet. Ouais. Puis l'arrêt, ben, c'était d'enlever les dents de ta peau, tout simplement. Parce que ça arrive, malheureusement, qu'il y a des chiens qui laissent les dents dans la peau pendant plusieurs secondes et minutes. Puis là, tu es comme là, puis il y a un chien qui parle au bout. Ouais. C'est pas se poser. Mais, fait que, tu sais, en gros, l'initiation, c'est un peu des avertissements. Fait que c'est comme, hey, je veux pas, tu sais, ou je me sens pas bien, ou je veux pas que ça arrive, il y a quelque chose qui me dérange. Est-ce que la pause, c'est, tu comprends-tu le message? Est-ce que tu t'adaptes à ça? Puis là, si je le comprends pas, on va dire, ben, je vais être obligé d'augmenter mon avertissement / je vais passer à l'action. Là, on mord. C'est un exemple, là, la morsure. Puis après ça, on va relâcher pour dire, là, t'as-tu compris? Fait que ça serait un peu là ta phase réfractaire après, là, si on prend la thématique là, avec les 5. Oui. Fait que si la personne n'a pas compris, puis qu'il réessaye encore, ben, l'animal aurait, en guillemets, le droit de... On devrait s'attendre à ce qu'il recommence. Tout à fait. C'est parce que la personne ne recommence pas, comme là, tu te recules puis tu n'as pas le jouet dans la bouche. Si le chien il court après, là, c'est bizarre, encore une fois. Exact, tout à fait. Parce que tu n'as rien fait qui justifierait cette réaction de sa part. Là, on a donné l'exemple d'agression. Moi, j'ai un exemple où c'est pas une agression, c'est pas une situation dérangeante. Ce serait simplement un chat ou un chien qui explore. Fait que, on ouvre une porte sur une nouvelle pièce. On s'attendra que l'animal, une fois que la porte est ouverte, il rentre à l'intérieur puis qu'il jette un regard, qu'il balaie du regard au niveau de la pièce. Il fait ça, c'est nouveau. Puis sa curiosité devrait l'inciter à regarder. Fait que là, l'initiation, c'est j'entre puis je regarde. Ensuite, la pause, souvent, c'est juste OK, il n'y a pas de danger. L'action, c'est je fais le tour et je remets. Investigation. Oui. Investigation de la pièce. Puis une fois qu'il a fait le tour, il est supposé s'arrêter. Faire comme ben, c'est beau, hein? Tout est merveilleux. Le chat va se trouver un petit coin au soleil, il va aller se coucher dessus. Puis le chien, ben, à un moment donné, il va sûrement soit revenir vers nous autres ou rester dans le rayon du soleil à côté du chat. Arrêt, c'est tout. Fait que ça, c'est un comportement tout à fait banal, mais qui répond très bien à la séquence du comportement. Tout à fait. Moi, je pense qu'on peut donner un exemple de chaque phase si ça fait défaut. Fait que si on a... À quoi ressemblerait une situation où est-ce que notre phase d'initiation est altérée? Elle n'est pas là, elle n'est pas assez longue, elle est altérée. Bref, à quoi ça ressemblerait un exemple avec ça? Ah ben si on reprend le chien, que tu t'approches pour prendre le jouet, tu t'approches de lui, il continue à mâchouiller son jouet, puis il ne change absolument pas d'attitude, il ne te regarde pas, il ne tourne même pas ses oreilles. Tu tends la main vers lui, puis là, bam! Il te monte tout de suite. Il n'y a pas donné d'avertissement. On n'a pas d'avertissement. Il n'y a pas de pause non plus parce qu'il ne t'a pas laissé le temps de réfléchir parce qu'il n'a pas donné d'avertissement. Exact. Donc, tu sais, quand il n'y a pas d'initiation,
souvent, on nous rapporte, ils démontrent aucun signe, puis des fois, quand on creuse, il y en a, mais ils ne sont pas vus ou ils sont très, très courts. Subtil, ouais. Ou ils sont très, très... Ça, c'est important de dire. Des fois, ils sont très, très courts. Ouais. Puis, quand on a la mèche courte, là, des fois, les petits avertissements, ils sont comme... T'étais mieux de ne pas cligner des yeux. Parce que tu l'aurais manqué. Exact. Qu'est-ce que ça ressemblerait à une situation où est-ce qu'on n'a pas de pause? C'est que le chien grogne en mordant. Genre, ouais, ça se fait d'une shot. Ouais. Si je suis pas d'accord avec toi, Francis, puis je te dis, je suis pas d'accord, mais je suis déjà en train de te taper du poing d'en face, ça servait à rien de te le dire que je n'étais pas d'accord. Oui. C'est bon. OK? Parce que ma communication est supposée comme te faire arrêter la chose que j'apprécie pas. Oui, c'est un très bon exemple. Quand on grogne en attaquant, puis ou tu sais, qu'on ne donne pas le temps à l'autre de dire hey, je suis pas confortable, mais qu'on tape en même temps, il y a quelque chose de réactif là-dedans. On est primé un petit peu. Ouais. Tu sais, tu disais des fois les phases d'initiation qui sont très subtiles. Moi, chez les chats, on me rapporte souvent mon chat, il est bipolaire. Ouais. Il vient sur mes cuisses, il ronronne, je le flatte, puis là, à un moment donné, bam, il me mord. Fait que souvent, quand tu disais on creuse un peu puis on trouve des choses, ben, si on posait des questions à la personne, est-ce que vous avez remarqué si les oreilles de votre chat y étaient par en arrière? Est-ce qu'il s'est mis à vibrer de la peau au niveau du dos? Est-ce qu'il s'est mis à fouetter de la queue? Ouais. Ben, souvent, les personnes, ils font « je ne l'ai pas remarqué » ou « ah, moi, peut-être un peu ». Puis là, ben, il te le dira pas avec des mots que « je n'aime pas que tu me flattes la bédaine » ou « ça fait 2 minutes que tu me flattes, puis là, ça commence à m'irriter un petit peu ». Il ne va pas te le dire. Je pense que la plupart des gens ont une attente que la personne, pas la personne, mais l'animal s'en aille. Ouais, moi, à chaque fois, je donne l'exemple. Quand je suis dans un meeting puis j'apprécie pas, je me lève pas plus. C'est ça, je m'en vais pas. Je dis comme arrête de parler, toi, que tu me déranges. Ou arrête de taper de ton crayon, s'il te plaît. Oui, puis je peux décider que l'endroit où est-ce que je suis vaut la peine que j'y reste. Que toi, je te fais juste arrêter de faire ce que j'ai. Tu me déranges, je veux rester ici. Fait que non, ils s'en vont pas tout seuls. Et voilà. Fait que ça, c'est pour la séquence de comportemental. Puis une séquence où est-ce qu'il n'y aurait pas d'arrêt, ben on l'a dit un peu, c'est mettons l'animal qui mord puis qui n'enlève pas ses dents de ta peau. Là, ça, c'est pas normal. Ou qu'il le fait plusieurs fois, qu'il reste ou qu'il revienne comme un crocodile. Je pense à ça, mais une séquence qui n'aurait pas d'action, ça serait un peu bizarre. Mais ça serait plus... tu sais, quand tu as dit l'exemple d'explorer la pièce, moi, j'aurais dit, tu sais, sentir, là, c'est un peu l'exploration. Moi, j'aurais fait comme si ça se peut que ça soit une initiation. Puis des fois, on voit chez les chiens, tu sais, hyper actifs, là, qui sentent le plancher pendant 1000 ans. Il n'y a rien de nouveau, là. Pas d'arrêt, là. Vraiment, il n'arrête pas, Oui, c'est ça. Fait ça se peut que ça soit l'action ou l'initiation, dépendamment comment on le calcule, mais effectivement, il n'y a pas d'arrêt. C'est comme si ça sentait toujours quelque chose de nouveau. Oh mon Dieu, une balle! Elle était là, il y a 15 minutes, tu as fait le même saut quand tu l'as vu, il y a 15 minutes. Ah, ou une même affaire, mais une séquence où est-ce qu'il n'y aurait pas d'action, ce serait, tu ouvres la porte, l'animal, il regarde, il rentre, puis il ne bouge pas. Ah, tout à fait. Oui, tout à fait. Il est dans le coin, puis il ne veut pas bouger, il veut pas s'aventurer nulle part. Nope! Ouais. Il y a des raisons pourquoi ça pourrait arriver, des raisons normales. Puis tu sais, justement, là, on vient de nommer des types d'altérations de séquences comportementales. Ça ne veut pas nécessairement dire que le comportement est anormal, tout dépend du contexte. Parce que si on prend l'exemple de toi qui voles le jouet au chien, puis celui-ci te mord, si tu es arrivé en courant super vite, il n'y a pas le temps de te le dire, hey, c'est mon jouet. Fait qu'il aurait le droit de skipper la phase d'avertissement puis de pause pour tout de suite aller te mordre parce que tout se bouscule, tout est trop rapide, tout simplement. Je pense que ça nécessite peut-être un petit... souvent, moi, j'ai entendu pour mon chien fait de la prédation. Ouais. Là, des fois, on demande est-ce qu'il jappe, est-ce qu'il grogne? Oui. Je suis comme, c'est une prédation assez mauvaise. Je te dirais, c'est rare les chasseurs qui disent m'en viens! M'en viens, chevreuil, cric, tard, 2 coups d'un verre, tu sais. Là, on parle vraiment de pas tant de prédation, en tout cas, pour. Il y a une autre séquence pour de la prédation, mais je veux dire... c'est ça. Faut la connaître. Puis en posant des questions, en les décortiquant, nous, les experts sont capables d'interpréter si c'est bel et bien la bonne interprétation de la prédation ou pas. Puis en effet, des avertissements dans la prédation, il n'est pas supposé en avoir. C'est contre-productif, disons. Un petit peu.
Mettons, donc on a le contexte, on a la séquence comportementale qui est l'initiation, la pause, l'action, l'arrêt et ou la phase réfractaire après. Yes. Moi, je parlerais de l'intensité. Vas-y. L'intensité d'un comportement doit être supportée par le contexte. Le contexte, encore une fois. Donc, par exemple, on va noter l'intensité d'une morsure, à quel point le chien a déposé ou le chat a déposé ses dents sur la peau. Est-ce qu'il a percé la peau? Est-ce qu'il a fait une ecchymose? Est-ce que ça a saigné? Est-ce que ça a arraché? Donc, de définir un peu jusqu'à quel point. Oui, l'impact. L'intensité, ça se mesure par la sévérité des conséquences que le comportement a fait. Fait que tu dis pas, il mord beaucoup ou il mord très fort. Tu dis, il mord et ça a causé des trous dans la peau. Ça a nécessité des soins médicaux. On ne peut pas juste se fier sur beaucoup, très fort ou des déterminants complètement subjectifs parce qu'encore une fois, tout le monde peut s'imaginer des choses complètement différentes. Fait que oui, dans les rapports, c'est habituellement marqué comme a percé la peau, n'a pas percé la peau. Voilà. A besoin de points de suture, a besoin, tu sais. Donc, on va noter ce genre de choses-là. J'avais donné l'exemple aussi de l'intensité versus le contexte. Oui. Donc, si un chien, j'ai déjà vu un chien à l'urgence qui avait la patte cassée, là, on va essayer de soulever parce que Colin, il faut l'amener à quelque part d'autre, puis que là, il morde, puis mettons qu'il perce la peau, est-ce que c'est complètement comme... Il est fou, ce chien-là! C'est-tu fou comme... est-ce que le contexte peut quand même apporter une espèce de piste à savoir pourquoi son intensité est un petit peu haute? Peut-être qu'il avait extrêmement mal quand on a touché ça en douleur, tu sais. Puis peut-être que tu n'as pas eu de phase de pause comme dans « Vous savez, madame, j'ai une patte cassée. » J'aimerais ça. Attention quand vous vous souviendrez. Oui, c'est ça. Donc, tu sais, ça peut expliquer là, aussi bien une séquence qui est un petit peu altérée ou bien une intensité qui est comme beaucoup plus élevée ou une sévérité qui est plus élevée là, par rapport à un contexte. Parce que, par exemple, beaucoup de douleur. Par exemple, quelque chose qui est arrivé vraiment fréquemment. Ouais. Moi, j'ai vu un interne se faire mordre sur un de nos patients qui avait une tumeur à la patte, un ostéosarcome. C'est hyper douloureux, des trucs sur les os. Puis ce chien-là s'est fait palper, a pris des radios, puis tout comme quand même... Toute la journée. Souvent, là, chez son vétérinaire de famille et tout. Donc là, il fait comme toi aussi, tu viens toucher ma patte? Je te vois venir. Oui. T'es si gros. Pas encore, t'es le troisième qui essaie. Donc, il y a des contextes qui peuvent expliquer un peu l'intensité, la rapidité de la séquence aussi. Oui. Puis, ce qui est super intéressant à garder en tête, là, on donne que des exemples avec des morsures pour l'intensité parce que c'est plus facile. On dirait c'est plus facile à voir. Ouais. C'est dramatique. Ben, il y a aussi le fait que les morsures, ils ont une raison d'être. Un animal va essayer de mordre ou de blesser un autre animal pour se défendre, pour se protéger lui. Il n'y a vraiment pas d'autre... puis pour se nourrir. C'est pas mal les deux raisons qu'un animal va essayer de blesser un autre animal. Mais d'habitude, justement, quand c'est pour se nourrir, il ne fait pas juste blesser, il met à mort le plus rapidement possible. Fait que c'est pour ça que ça a complètement une autre séquence. Là. Il va pas se blesser aussi. Exact. Ce qui est intéressant, c'est que justement, sachant ça, si l'animal, dans sa morsure, dans les dégâts qu'il a causés, il y a de la douleur, il y a des marques sur la peau, peu importe, il y a une blessure, on peut dire que c'était, en guillemets, intentionnel. Il voulait le faire parce que, à ses yeux, c'était ce qu'il fallait qu'il fasse pour défendre sa vie, genre. Parce que c'est ce qu'il ressentait au niveau de ses émotions. Il devait ressentir de la panique. Et au contraire, si on dit, il a à côté les dents, mais la peau est complètement intacte, il voulait laisser la peau complètement intacte. Ah oui, il y a de l'inhibition qui est rentrée en c'est cours de rôle. C'est une très bonne chose. C'est un bon indice de ça qu'on dit, c'était du jeu. Encore une fois, là, on va prendre le contexte, le langage corporel et d'autres affaires pour supporter cette interprétation-là. Mais c'est aussi, même s'il était mécontent, il avait grogné avant, puis il a à côté les dents, puis là, tu as lâché le jouet, puis il n'a pas allé plus loin que ça. C'était tout à fait normal, même si les gens pourraient dire « moi, je veux pas qu'il fasse ça. » Je suis comme « écoute, tu l'as pas écouté, il t'a donné les avertissements, tu l'as fait quand même, il a le droit d'aller une coche de plus, puis il n'est pas allé 10 coches de plus. Il est allé une demi-coche juste pour que le message soit plus clair, parce que le précédent message de grogner, visiblement, c'était pas suffisant. Tout à fait. Sachant ça, c'est vraiment, vraiment bien pour l'intensité, pour mesurer à quel point l'animal il veut ou pas faire des blessures. Puis moi, j'aime beaucoup chez les chats, là, il y a une situation plus courante qu'on pourrait le croire.
des chats qui mordent puis qui blessent, donc qui percent la peau des gens, c'est pas du jeu. C'est jamais du jeu quand un animal fait ça. Puis si c'est du jeu... Même quand c'est bébé, mettons, tu sais, un petit chaton un peu nono, là, avec des dents très pointues. C'est ça. Là, celui-là, ça dépend parce que tu sais, un petit chaton avec la peau bien fragile d'une madame de 80 ans, anémique, puis des petites dents pointues, c'est sûr qu'à un moment donné, il y a des limites, là. Ouais. Mais parlons d'un chat adulte, puis les gens souvent me disent, pendant que je dors, que mon corps est complètement inanimé, mon chat me saute dessus puis me mord au sang, ça n'a aucun bon sens. Il y a aucun... Ça, c'est le contexte, c'est tu dors. Fait que sachant qu'un chat, un animal mort pour blesser, seulement pour se défendre, ben c'est parce qu'à ce moment-là, en plein milieu de la nuit, lui, ça a l'air que ton corps inanimé, c'était une grande menace pour sa vie, à ses yeux. Ou bien t'as twitché sur un moyen temps. Ouais, c'est ça. T'as eu un cauchemar. T'as eu un cauchemar, tu tombais dans le vide, là. Il a fait le saut, mais sinon, c'est extrêmement difficile à justifier, dans le fond. Fait que, ça n'a pas de sens. Si jamais vous entendez ça, puis c'est le cas de votre animal, appelez un intervenant ou un vétérinaire. Ça va être important. Votre animal est peut-être pas bien dans sa tête. En effet. Moi, tu vois, l'autre exemple que je donne pour se visualiser l'intensité, c'est vraiment comme un peu dans les batailles ou, tu sais, avec un policier. Moi, je considère que l'ordre a le droit d'avoir un moyen de plus persuasif que ce que j'ai pour arrêter. Donc, tu sais, si moi j'ai un couteau, il a le droit d'avoir un teaser. Si j'ai un gun, il a aussi le droit d'avoir un gun. Donc, tu sais, ça justifie le contexte. Donc, si moi j'arrive, Francis, puis tu me dis « Ah, je suis pas d'accord avec toi, Laurence », puis là, je sors un pistolet puis je te tire dans le genou, mon intensité ne fit pas. Mais si tu as déjà un couteau puis tu as l'air menaçant puis tu dis « Je suis pas d'accord », ben là, je pense que d'avoir un pistolet dans mes mains, ça a un certain sens versus le contexte pour ma défense. S'il y a des chats qui ont des couteaux, les chats avec des guns ont le droit de... Exactement. Fait que donnez pas d'armes à feu à vos animaux. mais bref, tu comprends ce que je veux dire. On doit comme percevoir aussi ce qu'ils comprennent comme étant une menace. Donc, à mon sens, quand tu veux te défendre pour ta vie, tu as nécessairement le droit d'y aller juste une petite coche de plus. que l'autre. Puis, qu'on se le dise, les chats, les chiens sont vraiment plus petits que nous. On est des gros animaux de 150 livres. On est très, très forts. Puis, on pourrait comme... Pour vrai, là, je sais que les gens, personne ne veut penser à ces affaires-là, mais on pourrait prendre comme un chat par la tête puis le tuer là, de même. On est à ce point-là fort. C'est terrible, mais mon point est que le chat, il en est conscient de ça. Fait que c'est normal que si l'humain paraît menaçant, juste parce qu'on fait comme « Hey, non! » Imaginez qu'un ours fasse « Ra, ra, ra » dans votre face. Je vous le dis, vous allez pisser dans vos shorts. Puis que là, le chat, il fait juste appuyer les dents. Ça, c'est un contrôle. Il se gère parfaitement. Exact. Dans ce contexte-là. Oui. Fait que ça, c'est pour l'intensité. L'intensité, mettons qu'on donne un autre exemple que les morsures avant de changer de données. Un que j'aime, c'est, mettons, soit les vocalises, les aboiements ou les miaulements. Puis encore une fois, on ne peut pas dire il miaule très fort. Il faut vous décrire l'impact dans l'environnement. Fait il miaule ou aboie au point de réveiller les gens. Bien entendu, c'est subjectif en fonction de ton sommeil est-il très léger ou pas, mais c'est quand même indicateur que dans ce contexte-là, ça dérange la personne, puis ça va être ton référent quand même. Les voisins l'entendent. Oui, tu as peut-être des murs en carton, mais quand même, c'est un indicateur de OK, il fait beaucoup de son, cet animal-là. C'est pas juste un petit gémissement qu'on entend à peine à travers le mur. Si le voisin il est à l'extérieur versus relié juste d'un mur, ça aussi, c'est très évocateur. Puis ça peut être aussi des trucs comme l'animal qui va gratter à la porte parce que quand la porte est fermée, un animal justement qui fait genre de l'activité de séparation, puis là, il veut sortir au plus tabarnouche pour aller rejoindre la personne qui vient de quitter. Les dégâts qu'il a causés sur le mur, dans sa cage, sur la porte. Oui, la destruction. Ça aussi, ça fait partie de l'intensité, de la sévérité. Moi, j'en ai un qui est moins commun, puis que c'est rare qu'on ait des consultations pour ça, mais que c'est aussi pertinent. C'est, par exemple, vous revenez à la maison, puis votre chien, il fait pipi quand vous rentrez, puis là, il n'arrête pas, puis là, il est pas comme « Mon Dieu, ça fait 1 an qu'on ne s'est pas vu », mais là, ça fait 15 minutes que vous êtes sortis, là. Donc, cette intensité-là déroge là, selon le contexte. Donc, tu sais, il y a quelque chose... Une euphorie un petit peu trop euphorique. Une euphorie, puis on va en reparler aussi pour la durée puis la fréquence, mais tu sais, si ça prend 40 minutes au chien
en revenir, que vous êtes revenu, vous êtes fantastique, on n'en doute pas, mais ça ne fait pas de sens. Ouais. Il est supposé en revenir, le reviens-en, comme tu disais. Reviens-en, oui, c'est ça. Je trouve que c'est une bonne transition pour justement la durée. La durée du comportement. Fait que la durée du comportement, c'est pas juste... en fait, ce n'est pas « Ah, il jappe depuis 4 ans ». Ça, c'est une autre chose. On veut le savoir, là, mais c'est pas exactement ça. Fait que la durée, ça serait, par exemple, pour, encore une fois, des aboiements, des miaulements, ben, il miaule pendant 1 heure. Là, on peut même être super précis, là aussi, à intervalle de 2 minutes ou sans interruption. C'est wouf, 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 wouf pendant 1 heure. Oui, je l'ai enregistré. Tu veux-tu l'écouter? C'est plate. Fait que ça, c'est une durée de comportement. Sinon... Ben, moi, j'ai l'exemple de mon chien, là, que j'ai des belles vidéos qu'on pourra mettre en description. Là, mais la durée, mon chien fait ses besoins, puis il grattait, il faisait du marquage là, visuel avec ses pattes, mais pendant comme 5 minutes. Puis il était même plus au même spot, là, aussi? Ah non, c'était complètement inefficace comme truc, là. En tout cas, il a marqué pour à peu près 10 mètres de long, là. Puis c'est comme si c'était un golfeur qui n'est pas capable de pogner à la balle. Là. Il y a du gazon partout arraché là, autour de lui. Il y a des mottes partout. Là, mais, donc, tu sais, la durée de ça, on peut penser, comme tu disais, les hurlements quand on s'en va de la maison lors d'un cas d'anxiété de séparation. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme durée? Les chats qui verraient un chat étranger, un chat errant par la fenêtre ou par la porte vitrée, la porte patio. Puis là, il se met, là, pupille dilatée, il se met à grogner, il a le poil hérissé. La durée, ça peut être décrite pendant 5 minutes, puis ensuite, le poil se réaplatit, puis il arrête de faire des sons. Ouais. Mais ça peut être aussi jusqu'à ce que le chat quitte la fenêtre. Ou 20 minutes après qu'il soit parti. 20 minutes après, ça va lui prendre des fois 1 heure à en revenir. Ouais. Là, encore une fois, mais il n'est plus là. Grâce à autre chose. Il ne t'a même pas touché, tu l'as juste vu à travers d'une fenêtre. Fait que ça, c'est, si on se dit, il y a 75% des chats qui vont fixer le chat errant, il y en a 50% de ceux-là qui vont peut-être grogner quand ils vont le voir. Bien, c'est ça. Puis s'il y en a juste 5% qu'eux autres, ils vont crier, hurler, puis ils vont attaquer les autres autour de lui. OK? Puis ça, jusqu'à 15 minutes, 1 heure après le départ du chat errant. On n'est plus dans la norme. Là. Et là. On a un petit cas spécial ici. Là. En même temps, les chiens, on le voit dans la marche en laisse. Donc, ceux qui font de la réactivité en laisse, ils passent un chien, puis là, ils continuent à regarder en arrière jusqu'à temps que le chien n'est même plus là. Il a tourné le coin de la rue depuis déjà une demi-heure, puis il continue de se retourner juste pour voir s'il est encore là. Puis qu'on n'en revient jamais. Là. Donc, ça, c'est effectivement des durées là, qui nous mettent la puce à l'oreille, qu'il y a un petit quelque chose en dessous. Là. Puis les durées, ça se mesure très, très bien. C'est des secondes, des minutes, des heures, ou jusqu'à ce que tel événement se passe, jusqu'à ce que le chien quitte, ou jusqu'à ce que 20 minutes s'écoulent après que le chien quitte. Ça se mesure super bien, celui-là, la durée, puis la fréquence qu'on va décrire là, se mesure extrêmement bien en chiffres. Versus l'intensité, versus contexte. Il faut vraiment décrire avec des mots, c'est plus compliqué. C'est peut-être la chose la plus objective, à la limite, là, si on prend le temps de le calculer pour vrai. Là. Puis ce qui nous amène à la fréquence qui est bien collée à la durée, là, comme le nombre de fois que ça se produit, comme on disait pour la marche en laisse, est-ce qu'il réagit à 2 chiens sur 3, à faire des fractions comme ça, 8 sur 10. Donc, tout le temps, il y a des cas de morsure à tous les jours, où il y en a une par 3 mois. Avec quelqu'un dans la famille, je cohabite avec la personne, puis à travers toutes ces interactions-là, une fois par semaine, il va y avoir une morsure à un moment donné. Ça, c'est un bon indicateur. Puis, des fois, on peut avoir il y a 10 morsures, mais il y en a juste une sur 10 qui perce la peau. Fait que, de donner à chaque comportement ou à chaque spécification leur fréquence d'apparition. Les chats, par exemple, qui font des éliminations hors bac, ça aussi, ça se fait bien sous forme de calendrier. Donc, dans un mois, ça va arriver une fois par semaine. On peut même être très, très précis. Ça arrive les fins de semaine. Le matin. Puis ça, c'est vraiment, vraiment intéressant parce qu'avec des données aussi précises, on est capable d'avoir peut-être des liens à faire. Comme si la fréquence correspond avec, tu pars au chalet les fins de semaine,
puis quand tu reviens, il y a un pipi qui a été fait en ton absence. Ben, écoute, oui, il y a des gens qui pourraient dire « Ah, ben là, mon chat, il fait de l'anxiété parce que quand je suis pas là, il fait pipi hors bac pour se venger, hein, pour me dire qu'il est pas bien. » On peut y aller comme ça, mais on pourrait prendre les données comportementales de langage corporel qu'on va vous décrire tout de suite après pour documenter que finalement, non, il est tout à fait calme. C'est juste que pendant 2 jours, tu nettoies plus le bac à litière, puis lui, il n'aime pas ça, se mettre les pieds dans le caca. Oui. Il va aller ailleurs. Oui, il va trouver une autre toilette. C'est l'explication la plus probable. Fait que oui. Les signes de stress, vas-y donc. Oui. Comment tu les as appelés? Tu leur as donné un autre nom dans ce contexte-là. Les signes d'anxiété dans ce cas-ci, vu qu'on parlait d'anxiété de séparation dans mon exemple. Mais ouais, le langage corporel. Le langage corporel, c'est ce que je cherchais comme phrase. Ah oui. Ça le dit, hein, c'est le langage corporel, les signes que l'animal donne avec son corps. Puis ça, ce qu'il faut vraiment, vraiment comprendre, c'est que c'est involontaire. L'animal, il ne contrôle pas ça volontairement. Au même titre que vous, madame, monsieur, là, quand vous pleurez, là, vous n'êtes pas en train de dire « Bon, ben, il faudrait que je produise des larmes par mes yeux, que mes pommettes soient rouges, puis que là, j'ai vraiment une face renfrognée. » Ça coule par mon nez. Puis que je me tienne les épaules un petit peu plus renfrognées comme ça. Vous ne pensez pas à ces choses-là quand vous êtes en colère. Vous n'êtes pas en train de dire « Bon, ben, il faut que je dilate mes pupilles, puis que là, je monte ma voix. Hein. » Et ça serait compliqué d'être en colère. Ben c'est ça. Ça serait tellement de choses à réfléchir, au même titre que vous n'êtes pas en train de réfléchir à inspirer puis expirer, bien que vous êtes capable de le faire à un certain point. L'émotion va provoquer un langage corporel qui est propre à l'émotion. Puis chez les humains, il y a à peu près juste les acteurs, donc les personnes, les professionnels qui se sont pratiqués et repratiqués à maîtriser ça, qui sont capables de les provoquer sur demande. Fait que non, les animaux ne sont pas des acteurs de métier. Dans leur temps libre, ils ne se pratiquent pas. Là. Ils le font sur demande, tu sais, puis ils vont pouvoir répliquer des postures, mais tu sais, pleurer, pour être capable de pleurer sur demande, c'est pas comme dans « Go pleure », c'est plus comme tu essaies de te faire envahir par l'émotion. Là. Fait que, tu travailles à ressentir l'émotion, puis ça arrive après. Exactement. C'est ça que les acteurs font. Ils ne se mettent pas à pleurer sur demande. Ils se remettent dans un état d'esprit qui leur fait ressentir la tristesse. Tout à fait. Mais je veux dire, c'est extrêmement fort d'être capable de faire ça. Mais même à ça, ils sont le meilleur des acteurs. Je me souviens dans certains trucs comme, mettons, le mensonge, mentir. Tu as un langage corporel quand tu mens. Puis ça, c'est de la science policière de détective vraiment, vraiment bien étudiée pour être capable de discriminer est-ce que la personne ment ou pas. Là. Puis justement, il disait que même le meilleur acteur au monde ne serait jamais capable de réimiter la surprise, de te faire accuser faussement, de te faire accuser de quelque chose que tu n'as pas fait. Tu fais comme non, tu as une réaction défensive que l'acteur ne sera jamais capable d'imiter, peu importe sa. Moi, j'avais entendu que c'était trop long. Souvent, quand on le savait déjà, mettons que je mens puis j'essaie de feinter la surprise, ma surprise va durer un petit peu trop longtemps. Parce que je veux la jouer. C'est ça. Tu la réfléchis alors que l'autre est ressentie. Puis je vais faire la surprise, je vais faire consciemment bouge tes sourcils puis faire « Ah oui! » C'est beaucoup trop long. Quelqu'un qui est surpris va juste comme très rapidement. Va le vivre puis après ça passe à autre chose. Pourquoi j'ai dérogé là, c'est vraiment juste pour vous convaincre, chers auditeurs, que les animaux, eux, leur langage corporel, c'est toujours véridique. C'est bien connu, là. Je veux dire, on est capable de décrire c'est quoi le langage corporel d'un animal qui a peur, qui vit de l'anxiété, qui est heureux, qui joue. C'est bien documenté. Pour les chats, pour les chiens, puis pour plein d'autres espèces, ben, sachant ça, sachant que c'est toujours vrai, si on voit du langage corporel d'anxiété, ben, il fait de l'anxiété. J'entends beaucoup des gens qui font « Ah, ben là, c'est du drame, là. Il fait sa petite chochotte, il fait sa princesse. » Non. Oui, le pug qu'on fait une taille de griffe hurle à sa vie. Pourtant, il voit très bien que sa vie n'est pas en danger, mais il n'est clairement pas convaincu de ça. Oh non, lui, dans sa tête... Il meurt. Dans sa tête, c'est comme « Oh mon Dieu, il faut que je tue le plus de monde avant qu'il m'emporte. » Clairement. Hey, fun fact, j'ai lu un article récemment qui disait que les humains, on était vraiment meilleurs à détecter la joie, par exemple, chez les animaux, que l'autre spectre, le stressé, pas content. Donc, tu sais, là, on a de la difficulté à identifier ces émotions-là, mais les contents joyeux, ça va bien. Fait que peut-être qu'on ne saisit pas encore bien ce langage-là, puis on l'attribue à quelque chose comme tu as dit. Oui, on essaie de l'amoindrir. L'amoindrir.
Puis, ben, tu sais, je veux dire, à notre perception, il n'y a rien là, se faire couper les griffes, tu sais, je te fais pas saigner ou blablabla, tu sais. Puis même si, tu sais, les gens diraient, ah, mais c'est parce qu'il s'est déjà fait couper les griffes très courtes à un moment donné, depuis ce temps. Non, écoute, il n'y a pas de raison. J'ai déjà déboulé les marches, puis je les emprunte encore aujourd'hui dans ma vie. La personne qui descend plus les marches parce qu'elle a déboulé des marches, c'est bizarre. Elle est spéciale. Elle est spéciale. Elle a besoin d'être aidée. Donc, il y a une chose qu'on n'a pas dite, qui n'est pas dans les 6. Oui, vas-y. C'est la présence de déclencheurs comme. Ben ça s'appelle le contexte un petit peu? Ben, dans le contexte puis dans l'intensité, je pense que c'est des hybrides, mais tu sais, le nombre de fois qu'on dit ah, il réagit au bruit, puis là, t'es comme OK. Et est-ce que vous les entendez? Ah oui, mais il y a l'oreille fine. Oui, mais non, si tu les entends pas, là, je veux bien croire qu'il y a l'oreille fine, mais une feuille qui tombe. T'es supposé sursauter même si tu l'entends. T'es supposé capoter. Parce qu'à un certain point, peut-être, hein, les chats, les chiens, il y a une ouïe tellement fine qu'ils sont capables d'entendre notre cœur battre même s'ils sont à 10 mètres de nous. Je le sais pas, hein, on le sait pas. Mais tu sais, pourquoi tu sursauterais pour un son qui n'est pas audible à notre oreille d'humain? C'est ça. Fait que c'est un hybride entre l'intensité et le déclencheur, le contexte, selon moi. Il faut être capable de mettre le doigt sur quelque chose, sur qu'est-ce qui a provoqué la réaction de l'animal. Parce que si on n'en a aucune idée, puis même si on gratte, puis on fait vraiment confiance que la personne, elle a pris le temps de réfléchir à l'idée, ben elle a essayé de regarder des choses, pas juste quelqu'un que genre de type poids, puis vraiment tu vois qu'il y a de mauvaise foi. Là. Ben, ça se peut que l'animal imagine des choses ou que vraiment un petit rien là, le fasse réagir, puis ça doit être pris en compte parce que ça me donne une idée de la gravité de la situation. Tu sais. Mais ça, tu sais, des fois aussi, c'est assez rare, là, mais tu sais, de l'agression... redirigée. Non, forward, là, de l'agression offensive. Oui, oui. Tu sais, c'est des cas hyper rares quand même, je pense, là, mais ça, tu l'as pas de déclencheur, là. L'agression offensive, dans le fond, c'est j'attaque avant même que je sois en danger, tout d'un coup que je sois en danger, c'est à peu près ça. Hein? Oui. Moi, je décrivais ça comme un chat qui dit « Bon, qu'est-ce que je ferais ici? Ah, m'en aller, ça crée une volée. » Il change de pièce puis il saute dans la face de l'autre. C'est très, 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 très rare là, quand même. Moi, j'en ai vu que très peu là, en clinique. Oui, exact. Sinon, c'est généralement défensif quand on creuse. C'est dur de... On ne peut pas aller dans la tête de l'animal. Puis si on se base sur les fonctions des comportements, etc., il y a toujours la possibilité que ça soit défensif. Mais que sa bulle soit 10 km de long, c'est ça l'affaire. Exact, il y a une grosse, grosse bulle. Mais ça se mesure quand même bien parce que tu es capable de dire la distance, l'animal réagit quand il y a un humain étranger qui apparaît à telle distance. Puis avec l'apprentissage, les traitements, whatever, on voit que la bulle diminue. On fait comme, c'est ça, c'était pas offensif, c'était défensif, ben trop intense. Tout à fait. Fait que, là, on a collecté toutes les données, puis là, le langage corporel vient un peu confirmer l'état émotionnel de l'animal. C'était-tu du jeu? C'était-tu de la prédation? C'était-tu de la peur, de l'anxiété? Oui. Parfait. Une fois qu'on a toutes ces informations-là, on peut interpréter, on peut dire pourquoi est-ce que l'animal il a fait ce comportement-là dans ces contextes-là. Puis on est capable d'être super précis. Puis à quoi ça sert de faire ça? Ben, c'est donner des recommandations à la suite parce que généralement, les gens, quand ils te consultent, c'est j'aimerais ça, que ça s'arrête ou que ça change. En sachant pourquoi l'animal fait ça, on est capable de recommander, de prescrire des bonnes recommandations pour améliorer la situation pour le bien-être de l'animal autant que de l'humain. Petite nuance, là. Il y a une différence entre pourquoi puis trouver la cause de, là. Donc, pourquoi ça arrive versus... je pense que c'est à cause qu'il s'est fait battre quand il était petit. Là. Donc, quand on dit pourquoi, c'est vraiment, c'est quoi l'explication? Est-ce qu'il faut être le plus simple possible. C'est ça. Ou il faut que ça soit une situation qui déclenche. Exact. Il faut que ça soit un pourquoi, un parce que qu'on peut traiter, qu'on peut faire quelque chose. Parce que si tu dis, l'animal, là, il attaque les hommes parce qu'il s'est fait battre par un homme quand il était petit, OK, du coup, la recommandation, trouve le coupable, puis venge-le. Puis là, il va être en paix avec lui-même. Puis il va s'appeler Batman. Tu l'as dit tout à l'heure. Toi, on est tous déjà tombés dans les marches quand on était petits. Oui. Puis s'il y a une personne qui est déjà tombée dans les marches puis qu'elle ne s'est pas relevée, c'est pas l'incident qui explique le comportement, c'est la sensibilité, la résilience, certaines, à la limite, composantes génétiques qui nous fait qu'on est plus stressé puis qu'on a plus de la difficulté. Fait pour tous les incidents, là,
aussi grave soit-il, on va avoir des animaux, on va parler juste des animaux, mais qui vont s'en sortir bien, puis on a d'autres qui vont être traumatisés. Exact. Alors, la différence n'est pas la cause ici, mais plus l'individu. Donc, ça, c'est hyper dur à accepter, je pense, parce que ça nous fait pas plaisir, mais on aime ça trouver le pourquoi du comment, tu sais, puis la genre de psychanalyse de Quand il était jeune, il s'est fait couper les veines trop courtes. Ah oui, puis tu sais, on s'entend qu'il y a un terme pour ça qui est de la masturbation intellectuelle et mentale. On peut passer du temps là-dessus à tergiverser, puis voilà. Fait que tu sais, ça de ne pas aller là, parce que c'est beaucoup plus une différence d'individu qui va expliquer le comportement maintenant. Puis c'est ça sur quoi on peut avoir de l'action, tu sais, appliquer des traitements. Moi, j'aime beaucoup donner comme exemple aux gens, quand justement j'ai la discussion à la clinique vétérinaire, là, des gens qui font « Ah ben mon chien, il a peur des hommes, hein, puis blablabla. » Tu sais, avez-vous peur des araignées, madame? Ah oui, j'ai ça pour mourir. Ben, est-ce que vous avez déjà fait battre par une araignée quand vous étiez jeune? Fréquemment. Fréquemment, oui, je m'en suis bien d'accord. La plupart du temps, c'est non. Puis si elle me dit « Ah oui, je me suis déjà fait mordre. » Bon, OK, parfait. Prenez les serpents, les scorpions, les requins. Tu sais, je vais te prendre les peurs les plus classiques au monde, puis clairement, il va en avoir une là-dedans. Puis tu t'es-tu fait battre par ça? Non. Pourquoi tu as peur de ça aujourd'hui? C'est pas rationnel. Tu n'as pas besoin d'avoir une justification pour ça. Puis peu importe c'était quoi ta raison, que tu me dises « Je me suis fait battre » ou « Je trouve ça vraiment pas beau » ou « Ah, il y en a qui sont venimeux, je ne peux pas prendre de chance. » Écoute, tu me donneras la raison que tu veux. Si tu me demandes « J'aimerais vraiment ça, ne plus ressentir ça et ne plus paniquer quand je vois une araignée », peu importe ta raison, ça serait le même traitement. Ça ne changerait pas mes recommandations. Fait que, si on vient au chat-chien, pourquoi mon chien aboie envers les autres chiens? Pourquoi il essaie de me mordre quand je prends son jouet? Peu importe la raison pour laquelle il le faisait avant ou que ça a commencé, la solution demeurera toujours la même. On va lui apprendre que quand le contexte arrive, regarde, si tu fais telle affaire, tout va bien aller. Ou que, regarde, quand le contexte arrive, tout va bien aller tout court. Je vais te donner des biscuits, on va passer du bon temps, je vais te montrer que tu n'as pas à avoir peur de moi. Puis il va faire comme « Ah ben, j'ai plus besoin de tu vas aussi avoir une molécule peut-être pour t'aider. Tu sais, si, yes. En classifiant un peu les comportements comme ça, en fait, ce qu'on a parlé, c'est un peu comme la collecte d'anamnèse comportementale. Tu sais, on va aller soutirer les informations là, dans une investigation quasi policière. Ouais. Oui, mais vous aviez détective dit... pourrait. Oui, mais vous aviez dit qu'il réagissait à 2 mètres, mais là, vous me dites que ben c'est peut-être pas juste 2 mètres, c'est 3 mètres. On y va assez précis. Puis ça nous collecte des données, puis qu'on va, après ça, s'en servir pour classifier un peu le comportement, à savoir est-ce qu'il est normal ou anormal, est-ce qu'on est capable de l'expliquer par le contexte, est-ce qu'on est capable de le justifier ou non. Donc, si le contexte ne le justifie pas, qu'est-ce qu'il y a chez l'individu? Qu'est-ce qui se passe pour que, au lieu de réagir comme dans « Oh mon Dieu, j'ai fait le saut », il réagit, puis ça lui prend 45 minutes à en revenir parce que son système... c'est presque arrêté là, quand le coupe-griffe s'est approché de ma face. Exact. Ou genre, tu sais, je suis laissée seule à la maison et j'ai fondamentalement l'impression que je vais mourir tout le temps parce que je me gère pas puis que j'ai besoin d'avoir une rééquilibration au niveau de mes neurotransmetteurs parce que, on l'a déjà dit, on le répète, quand on n'est pas quand on est envahi par une émotion, moi j'aime bien dire qu'elle soit positive ou négative, on n'est pas en mesure de bien intégrer des nouveaux concepts comme quand tu t'assois, il ne va rien se passer de mal. Donc, ces éléments-là... La capacité d'apprendre, elle est comme amoindrie, elle est handicapée à cause de l'émotion, si on veut. Elle est poche. Terme technique, elle est poche. mais ben oui, tu sais, puis c'est ça qu'on va vouloir mettre en place. Puis il y a des choses qui ne vont pas en nécessiter, mais souvent, quand on a des gros éléments comme ça qui sont collectés à l'anamnèse, ben, le vétérinaire qui traite va dire, ben tu sais, si on veut des améliorations, puis que sa qualité s'améliore rapidement, ben on ne va pas juste faire la petite thérapie comportementale, puis montrer un beau assis, puis l'année prochaine, on regardera si ça a aidé. Parce que pendant cette année-là, il va souffrir le martyre. Exact. Ça va être une année vraiment terrible pour cet animal-là. Fait une fois qu'on a collecté les données, généralement, on est capable, en se posant la question, est-ce que le comportement est justifié par le contexte ou les données comportementales sont justifiées par le contexte? Est-ce que le comportement est préjudiciable à l'animal? Si la réponse est
oui, c'est justifié, non, c'est pas préjudiciable. On a un comportement qui est normal, mais dérangeant, puis modifiable pour l'humain, et modifiable par l'apprentissage. Tout à fait. Par contre, des fois, on est dans une zone de gris, parce que naturellement, hein, dans la médecine, tout est dans les nuances, et on n'a jamais du noir et du blanc uniquement, ça serait trop facile, hein? On ne voudrait pas ça, hein? Pas de défi du tout dans notre vie. Bref, en tout cas, puis si on n'est pas sûr, ben là, pour les éducateurs de comportement animal qui nous écoutent, là, c'est pas une mauvaise idée de dire bon, regarde, on va essayer de l'entraînement de l'apprentissage, mais faites un suivi rapproché de ce patient-là. Ah ouais, big time. Au bout de 2 semaines que la personne a fait des exercices que tous les autres animaux devraient s'être améliorés un tantinet, lui, pantoute. Obstinez-vous pas à vous dire c'est de la faute de la personne à mal fait les exercices. Non, peut-être que l'animal, sa capacité d'apprentissage est justement handicapée. Puis là, ça, je pense, c'est le poids qui fait pencher la balance du bord de ben finalement, non, le comportement, il n'était pas justifiable par le contexte. Ça, puis il n'y a pas de gloire, puis on le voit aussi, je pense, en santé mentale chez les humains, là, mais il n'y a pas de gloire à se sortir d'une problématique sans avoir pris de la médication. Ouais, il y a des gens qui ont comme la fierté de ça. Là. Oui, puis ça n'est pas... Moi, effectivement, comme tu dis, si vous voyez rapidement qu'il n'y a pas une belle amélioration, là, retardez pas la référence à un vétérinaire là, qui est compétent en comportement ou à un spécialiste, parce que souvent, moi, ce que j'ai vu, malheureusement, c'est des gens bien intentionnés, je parle des propriétaires, qui ont essayé, puis que là, ils arrivent à bout de souffle 3 ans après. Ouais. Ils ont le sentiment d'avoir réellement tout essayé ce qu'ils pouvaient. Ah, ils sont tristes, parce que là, ça marche pas. Ils sont épuisés émotivement, financièrement, ça leur a coûté beaucoup de sous. Puis là, ils ont peut-être une notice du fait qu'il va falloir qu'ils se débarrassent de leur chien parce qu'il a mordu ou il a jappé pendant leur absence. Et là, il faut que ça se règle maintenant. Puis là, c'est ouais, mais ça va pas arriver. Non. Puis on va être même, tu sais, on va en reparler aussi, mais la thérapie comportementale va souvent beaucoup ressembler à ce qui a été fait là, par les éducateurs. Puis c'était parfait. C'était parfait si l'animal peut apprendre. Il n'était pas dans l'état. Il n'était pas dans son cerveau. C'est ça. Puis ça, c'est dommage parce que tout ce contexte-là, des fois, la personne se présente enfin devant le vétérinaire qui est bon en comportement, en médecine du comportement. Puis là, demande un peu des miracles. Hein? Ben là, mon budget, j'en ai presque plus. Mon temps, ma patience, j'en ai presque plus. Je veux des résultats. Puis là, c'est comme, ouais, ben, c'est parce qu'on embarque dans plusieurs mois, voire années de travail ensemble. Puis là, ben, il y a un filtre qui se fait malheureusement. Il y en a plusieurs qui vont faire comme, je vais essayer, mais tu sais, à reculons. C'est pour ça que c'est bien de rapidement reconnaître et diriger l'animal dans les mains du bon professionnel, puis de travailler en fait en équipe parce que même s'il tombe dans les mains du vétérinaire pour les comportements qui sont anormaux, il faut que l'animal apprenne quand même. Fait que dès que l'animal, sa capacité d'apprentissage est revenue, on te le remet dans les mains. Tu es spécialiste en thérapie comportementale, tu sais. Tout à fait. Fait que, puis ça, pour vrai, si vous êtes intervenant en comportement animal, puis vous travaillez déjà comme ça ou en termes de je collecte des données comportementales, là, puis je me pose la question, vous êtes déjà sur la bonne voie. Pour vrai, là, félicitations, vous êtes déjà une longueur d'avance sur beaucoup d'intervenants en comportement qui sont encore, qui baignent dans les étiquettes encore, qui vont malheureusement travailler avec un petit peu plus de flou, moins de précision. Puis ben, ce que ça fait, ben, c'est les animaux, les patients qui, des fois, eux, n'auront pas les meilleurs soins, n'auront pas les meilleures recommandations, puis ils ne progresseront pas, s'amélioreront pas aussi bien. Tout à fait. Fait que bravo, puis continuez. Continuez mon beau travail. Je pense que l'autre chose que j'aimerais dire là, avant qu'on finisse ça, Francis, c'est que vous avez vu, là, on en a parlé pendant 1 heure. Récolter ces données-là, c'est long. C'est compliqué, le comportement. C'est compliqué et c'est long. La raison pour laquelle je dis ça, c'est que souvent, même dans le domaine vétérinaire, on veut tellement aider nos clients qu'on tombe dans le panneau quand ils nous posent la question « Hey, mon chien, il fait ça, est-ce que c'est normal? » Puis on fait « Ben oui. » Puis à chaque fois, moi, je donne l'exemple. Si j'appelais dans une clinique pour dire « OK, là, je suis inquiète, là, mon chien, il n'arrête pas de gratter quand il fait caca. » Puis là, n'importe qui m'aurait dit « Ben oui, c'est normal, arrête. » Mais en fait, sa séquence est anormale. Est-ce que ça, c'est problématique pour sa qualité de vie à mon chien qui gratte? Non. Mais derrière, si on m'avait posé des questions sur son langage corporel dans plusieurs autres situations, s'il y avait des altercations avec les chiens, parce que moi, je peux vous appeler puis pas penser que c'est problématique le fait qu'il grogne après les chiens, parce que je me dis que c'est pour me défendre, ou je trouve ça cute,
ou c'est pas un problème parce que je le gère, c'est un petit chien, il arrive jamais rien, fait que j'en parle pas. Donc, quand on va pas creuser comme ça, là, on trouve pas tous les éléments du puzzle, puis ça nous mène des fois à des mauvaises conclusions. Ouais. Fait que de prendre le temps. Il faut vraiment prendre le comportement. Là, le message est principalement aux personnes qui travaillent en établissement vétérinaire, genre les techniciens en santé animale qui décrochent le téléphone. Là. Les réceptionnistes, les personnes qui vont avoir ces questions-là posées. Là, au comptoir ou par téléphone. Il faut vraiment que vous preniez le comportement comme n'importe quel autre aspect de la médecine. S'il y a quelqu'un qui vous dit « Ah, mon chat, il vomit de temps en temps, qu'est-ce que je fais? » Vous n'allez pas nécessairement dire « Oh, ben, tu sais, faites telle affaire puis ça va se régler. Vous allez faire « Oh, c'est bizarre, un animal, c'est pas supposé vomir pour le plaisir. Là. » Il y a des raisons mécaniques qui expliquent ça, que c'est pas alarmant, mais il faut poser des questions pour s'en assurer. Ben, cette semaine, moi, c'était ça, à un moment donné, comme motif de consultation. On a dit à la personne, viens. C'est bizarre qu'il a commencé à vomir de même une fois par semaine ou deux. Ben, c'était pas la seule affaire que l'animal avait pas correct. Il avait perdu vraiment beaucoup de poids. Il a arrêté de manger depuis une semaine. Il était jaune. Il faisait une journée, cet animal-là. Puis, il a fallu faire des laboratoires parce que ça peut être un problème de foie. Finalement, c'était anémie auto-immunitaire. Son corps, il a tenté de se détruire ses propres globules rouges pour le plaisir. Un hobby. Fait qu'il fallait creuser ici. J'aurais pu juste dire ah, non, regarde, du petit vomissement comme ça, tu donnes, c'est sûrement des boules de poils, donne-y du petit liquide, là, Vitalax, là, pour les boules de poils, puis merci, bonsoir, ça va être réglé. Mais peut-être qu'il serait mort, cet animal-là, d'anémie. On passe à côté de quelque chose. C'est aussi, à mon sens, c'est aussi important quand on a des trucs comportementaux, des problèmes qui, les personnes qui font le choix de nous appeler en établissement vétérinaire, prenez en considération qu'ils sont inquiets, puis que souvent, ils ont raison. Puis des fois, on a tendance à dire, ben non, c'est un labrador brun, à quoi t'as pensé? C'est sûr qu'il est excité. J'en ai des vidéos de labrador brun qui sont hyper actifs. Ouais. C'est intense. Oh mon Dieu, ça... Okay. Donc, c'est pas la race. Fait que, je vous dis pas, prenez 1 heure au téléphone pour prendre ces informations-là. Je pense que vous pouvez faire du triage, à savoir... Donnez-moi quelques informations. Est-ce qu'il y a le poil droit sur le dos? Est-ce que petite chose, est-ce qu'il y a eu des morsures? Moi, je pense que vraiment la meilleure chose, ça serait venir rencontrer là, pour avoir comme le service au complet. Là, puis ça nécessite du temps. C'est une expertise, donc ça a des coûts reliés à ça. Puis il ne faut pas en être gêné. Puis si on le fait juste sur le coin d'une table, on a des grands risques de passer à côté. Là. Puis sur le coin d'une table, puis j'irais même sur les réseaux sociaux. Plus! Je dirais plus sur les réseaux sociaux. Combien de fois les gens vont... Tu sais, ils veulent de l'info, hein? Fait, ils écrivent une question sur les réseaux sociaux. Mon chien fait ça, je peux-tu avoir des réponses? Puis là, il y a plein de gens bien intentionnés qui vont essayer de leur répondre. C'est le même mal, à mon avis, parce que c'est rare que dans les commentaires, les gens vont poser des questions. OK, quand tu dis tel comportement, qu'est-ce qu'il fait exactement? Là, donne-moi le contexte, fréquence, durée, intensité, langage corporel, séquence comportementale. Puis là, finalement, c'est ça. Ça prend 1 heure, puis en plus, tu le fais à l'écrit, ça prend 4 jours. Puis ça se peut que tu passes à côté des affaires. Tout à fait. La bonne réponse qu'on devrait donner à ces gens-là, c'est écoutez, vous devriez poser cette question-là à un intervenant en comportement animal, compétent. Voici des red flags à éviter. Voici des bons points, comment trouver un bon entraîneur de chien. Clin d'œil, on a fait un autre épisode là-dessus avec le docteur machin. Ou appelez votre établissement vétérinaire. Si vous vous demandez comment on fait pour trouver ça des vétérinaires bons en comportement, parce que c'est clairement pas tous les vétérinaires qui sont bons en comportement, au même titre que c'est pas tous les vétérinaires qui font des chirurgies orthopédiques. Exact, qui veulent en faire. Allez sur le site de l'Ordre des médecins vétérinaires du Québec. Là, je parle pour le Québec. S'il y a des personnes en France, en Belgique qui nous écoutent, j'espère que les sites des ordres vétérinaires de vos pays respectifs ont quelque chose de similaire. Mais sur le site de l'OMVQ, il y a trouver un vétérinaire, une section sur le site où est-ce que vous pouvez chercher le vétérinaire en fonction de votre région et des services qu'il offre. Et il y en a un, c'est comportement animal pour médecins généralistes. Puis il y a aussi spécialité médecine du comportement. Puis là, on va trouver juste les spécialistes. Puis vous allez voir des numéros et des téléphones qui vont apparaître. Et voilà comment vous trouvez des vétérinaires qui sont à l'aise en comportement. Bien, déjà, en théorie, vous avez déjà un vétérinaire. Fait que vous pouvez lui demander, vous, est-ce que vous êtes confortable en comportement? Est-ce que vous offrez des services? Puis il va vous le dire. Vous offrez des services? On va directement vous le dire. Puis si ce n'est pas le cas, on va vous diriger vers quelqu'un qui en fait dans la région ou le plus proche.
Puis, honnêtement, c'est comme ça qu'on va travailler le mieux entre professionnels, en équipe, pour le mieux de vos patients, de vos petits chiens, de vos petits chats. Ouais. En gros, Francis. Oui, résumons. Les données qu'on récolte pour le comportement, entre autres, on a le contexte. On a la séquence comportementale qui est... Oh mon Dieu. Phase d'initiation, la pause, l'action, l'arrêt et selon certains ouvrages, phase réfractaire. Exact. On a l'intensité / la sévérité. Du comportement. La durée, la fréquence, le langage corporel. Puis, en gros, ce qu'on a dit, oui. C'est-à-dire le déclencheur à travers le déclencheur. Puis, l'importance de prendre le temps de collecter ces informations-là, puis de référer tôt à savoir si on n'a pas une belle amélioration qui est rapide, parce que il va y avoir un meilleur pronostic aussi chez un animal qui est vu au début, mettons, à 1 an versus on a attendu à 7 ans. Quand que là, la famille a eu un bébé, fait que là c'est un vrai problème maintenant. Là. Donc, c'est référer tôt avec ça si on en a besoin. Puis, c'est pas mal ça, je pense. Avec ces informations-là dans la poche, honnêtement, vous êtes déjà en business. Puis, je sais qu'on parle beaucoup de santé mentale. Tu sais, quand on s'est présenté au début là, des épisodes, les deux, toi puis moi, Laurence, on a travaillé en médecine du comportement. Puis les statistiques, là, c'est qu'il y a à peu près 1 animal sur 10 qui ont des troubles du comportement. Il y en a plus qu'on le pense. C'est très sous-diagnostiqué comme situation. Puis justement, c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de problèmes dans le domaine de l'éducation animale parce qu'il y a beaucoup d'acharnement sur des animaux qui ont vraiment la difficulté à apprendre. Fait que là, on est des fois incité à utiliser des techniques un petit peu plus drastiques. Puis c'est ce qui explique, entre autres, pourquoi il y a encore certaines techniques désuètes utilisant de la peur, de la violence même, qui sont utilisées aujourd'hui parce que il y a des animaux qui ne semblent pas apprendre avec les méthodes normales. C'est peut-être parce qu'ils ne sont juste pas en capacité d'apprendre. En référant tôt, on évite d'utiliser des méthodes qui pourraient être coercitives, qui pourraient même nuire à l'animal et à son comportement. Tout à fait. Voilà. Hey, une autre belle discussion, belle synthèse. Merci beaucoup, Laurence. On va donc se revoir dans un autre épisode. Si vous avez apprécié l'épisode, comme d'habitude, je vous invite à partager à vos proches, à des personnes qui ont dit « Toi, il faut que tu entendes ça. » Ceux qui ont des animaux qui ont des éditions spéciales ou que, peu importe que vous voulez qu'ils entendent des choses, éducateurs canins, vous pouvez se servir de cette vidéo-là si vous voulez aussi partager à vos clients ou dans vos équipes là, de travail pour bien documenter les choses. Puis si vous avez des questions, comme d'habitude, vous nous écrivez, ça va nous faire vraiment plaisir. Et on se dit donc à un prochain épisode. Bonne journée. OK, bye! OK, bye!